Hey, bonjour, mesdames, messieurs. Merci de vous être déplacés en si grand petit nombre. Mais ce qui est super, c'est que ça va être filmé puis on va pouvoir le mettre sur les réseaux en plus. Fait que votre participation est très importante. Juste rire très fort s'il y a des jokes, mais il n'y aura pas tant de jokes que ça. Fait que moi, je me présente, je suis Emmanuel Bilodeau, je suis comédien un peu, humoriste, animateur, pas clair. Puis je suis très impliqué en environnement, ça me passionne depuis toujours, comme à peu près tous les gens qui lisent un peu les journaux. On est tous un peu conscients que il se passe des choses dans l'environnement, puis on essaie de faire chacun notre petite part. C'est ce que j'essaie, moi, en participant ici à animer cet événement merveilleux sur le carbone riverain. C'est bien ça que ça s'appelle. Et je vais vous présenter un peu, grosso modo. Ben, en fait, bon, on sait que l'industrie de l'alimentation, c'est une industrie extrêmement importante au Québec. On vise d'ailleurs l'autonomie un jour en alimentation au Québec. Je ne sais pas si c'est un rêve pieux, mais pour arriver à plus de productivité, puis une meilleure productivité, puis un plus grand bonheur des agriculteurs et de nous aussi, les consommateurs, c'est d'avoir des agriculteurs qui travaillent là-dedans et avoir de l'eau propre le plus possible. Et le projet Carbone Riverain, je trouve que c'est un projet incroyable qui fait gagnant tout le monde dans cette affaire-là. C'est-à-dire on permet à des gens d'avoir des meilleurs cours d'eau, mieux protégés et d'avoir des meilleurs produits. En tout cas, bref, je vais vous laisser les panélistes en parler mieux que moi parce que c'est un projet fabuleux. Et donc, pour en parler, ben, il y a nos panélistes. D'abord, il y a Simon. Simon, qui est un gars extrêmement impliqué et qui est un gars merveilleux. Simon Côté, coordonnateur général d'Arbre Évolution. C'est une coopérative que je connais bien, qui était à Saint-Jean-Port-Joli quand moi j'étais là aussi. J'avais un terrain là. J'ai connu Samuel Pépingué, le cofondateur. Et c'est Arbre Évolution, ils font du reboisement social, entre autres choses. Puis il y a aussi le semoir, puis l'événement, la patente Carbone Riverain, qui font des choses pour l'environnement extrêmement concrètes et extrêmement efficaces aussi, je dirais. Simon, c'est un gars qui pourrait être ministre de l'Environnement fédéral. Il pourrait être Stephen Guilbeault facilement. Il a travaillé à Greenpeace, je pense, et il a aussi étudié en sciences politiques à l'UQAM. Et il met sur pied des projets qui fonctionnent. Il est en feu. Un gars en feu, là, c'est lui. Aussi, on a Jean Nollet, qui est le PDG de Coop Carbone. Jean Nollet, Coop Carbone, en fait, Jean Nollet, c'est un des experts les plus chevronnés au monde et au Canada, principalement dans le domaine du marché du carbone. Un marché pas toujours facile à comprendre. J'espère qu'il va mieux me le faire comprendre encore aujourd'hui. On commence à entendre beaucoup ce mot-là, compensation carbone. On commence à comprendre un peu ce que ça veut dire. C'est très important dans le sujet d'aujourd'hui. Il y a une expertise reconnue en économie des ressources naturelles, de l'environnement, de l'agroalimentaire et de l'énergie. Puis il travaille dans ces domaines-là d'activité depuis plus de 20 ans, ce qui donne une crédibilité de personne âgée. Il connaît le monde de la recherche universitaire aussi, ainsi que divers ministères québécois afin de fonder Éco-ressources en 2004. Depuis ça, il a dirigé et participé à la réalisation de plus d'une centaine d'études dans plusieurs secteurs d'activité économique. Et aussi, on a avec nous, et je suis très content de ça, Sandra Drouin, qui est vice-présidente et directrice générale chez Farinex. Et c'est elle qui m'a donné en tout cas, des petits outils pour faire du meilleur pain. Je suis allé les voir, puis ils m'ont répondu avec gentillesse. Puis j'adore Farinex parce qu'ils distribuent beaucoup de farine. Et moi, je rêverais de travailler là un jour juste pour avoir les mains dans la farine. Elle est donc vice-présidente et directrice générale. Farinex, c'est l'un des plus importants distributeurs alimentaires au Québec. Ils sont reconnus pour placer l'humain au cœur des priorités. Ils sont très impliqués dans leur communauté. Puis Farinex, juste pour vous dire, c'est eux qui ont approché Simon pour participer à son projet incroyable et très inspirant. Alors, donc, j'inviterais maintenant, en fait, j'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, vous présenter une petite vidéo qui résume un peu le projet Carbone Riverain. On ne peut plus faire comme avant et se mettre la tête dans le sable. Il faut accélérer la cadence face au changement climatique. Carbone Riverain, c'est un nouveau programme de compensation carbone. L'objectif, c'est de protéger l'eau des rivières et de séquestrer le carbone de l'atmosphère. On reçoit les fonds de vos entreprises. Ensuite, on crée des partenariats avec les agriculteurs pour ensuite planter chez eux près de leur cours d'eau de manière à générer un crédit carbone unique en votre nom. Et finalement, on protège la nature à perpétuité.
Carbone Riverain, c'est le fruit du travail d'une équipe multidisciplinaire depuis plus de 3 ans, des spécialistes en agriculture, en agroforesterie, en technologie du carbone. Aujourd'hui, on est fiers de vous présenter plusieurs de nos partenaires. Sandra Drouin, directrice générale de Farinex. Stacy Lécuyer, cofondatrice de Oneka. Jean Nollet, PDG de Coop Carbone. Et Mathieu Giroux, l'agriculteur ayant fait le premier projet pilote. Mario Cyr, notre ambassadeur. Tous ces gens-là vont vous démontrer à quel point c'est un programme crédible, un programme qui est axé vers une solution d'avenir. Voilà. Okay. Bonjour, je m'appelle Mathieu Giroux, je suis producteur laitier à Val-Alain. Je suis copropriétaire de la ferme du Ruisseau Fleuri avec Geneviève. On a fait un projet de bande riveraine avec Arbre Révolution qui s'appelle Carbone Riverain. C'est sûr que c'est exigeant parce que c'est 365 jours par année comme travail, c'est 7 jours par semaine. Oui, on est capable de se payer des congés, mais ça reste qu'il y a toujours quelqu'un ici pareil pour s'occuper des animaux. Le programme Carbone Riverain est un programme de compensation carbone qui donne jusqu'à 22 000 $ l'hectare aux producteurs, qui est vraiment un échange de crédit carbone avec des entreprises. On a implanté 1500 mètres linéaires de bande riveraine de 5 mètres de large, composée d'une rangée de peupliers hybrides puis d'une rangée mixte là, sous plastique, composée d'érables rouges, de mélèzes avec différents arbustes à fruits implantés. Ça a été un super beau projet avec toute l'équipe d'Arbre Révolution qui sont venus faire l'implantation au printemps 2021. Ça a été 2 belles journées de travail. Ils nous ont tous montré comment faire l'implantation des arbres pour une belle réussite. Puis c'est vraiment une gang plaisante avec qui travailler. Ça fait 1 an qu'on a fait l'implantation, puis j'encourage grandement les producteurs à suivre notre exemple et à s'impliquer dans ce genre de projet-là. Je pense que c'est important parce que c'est à partir de petits projets comme ça qu'on va être capable de changer les choses puis d'améliorer la qualité de l'eau. Peut-être aussi aider à redorer l'image de l'agriculture des fois, là, qui n'est pas toujours reluisante. Là. On est souvent traîné dans la boue un petit peu. Là. Tandis que des projets comme ça, bien, ça va nous aider à faire voir l'agriculture sur un nouvel angle, puis voir que les producteurs sont impliqués, même si c'est des petits projets, là, chacun de notre côté, là, bien, à long terme, ça va faire une grosse différence. Là. C'est Jean Nollet, je suis directeur général de la Coop Carbone. Juste pour te situer un peu, la Coop Carbone, c'est une coopérative à but non lucratif qui a pour objectif de mettre en œuvre et d'appuyer des projets de réduction de gaz à effet de serre de type collaboratif. Ce qui est intéressant, et là je peux le dire comme économiste de l'environnement, mais sur cette question-là, il y a beaucoup de bénéfices donc, environnementaux associés aux bandes riveraines. On peut penser justement, évidemment, à l'amélioration de la qualité de l'eau, mais on peut penser au fait qu'on va avoir des abeilles qui vont être davantage présentes, d'autres types d'insectes, pollinisateurs, et ainsi de suite. Tout ça qui génère de la biodiversité, des corridors de biodiversité, plein de choses bénéfiques pour l'environnement. Mais une des choses qui est, en fait, la chose qui est le plus valorisée par l'être humain, c'est la séquestration du carbone dans le sol et dans les arbres. Et donc, concrètement, l'idée qu'a mise en œuvre Carbone Riverain en vendant ou en générant des crédits carbone à partir des arbres qui sont plantés dans les bandes riveraines, c'est génial parce que c'est là qu'on peut capturer le plus de valeur économique qui va justifier qu'on paye les producteurs agricoles pour changer leurs pratiques,
Mais en même temps, on génère un paquet d'autres bénéfices environnementaux, ceux que je viens de nommer, qui sont souhaitables pour l'environnement et dont on va tous bénéficier finalement. Fait que c'est une idée de génie que j'aurais aimé avoir. Malheureusement, ça n'aurait pas été ça mon legs. Mon legs, ça va avoir été d'être là au départ pour encourager l'initiative et j'en suis fort heureux. C'est important de faire attention à notre planète. On n'en a pas une deuxième. On n'a pas une deuxième chance de faire un impact sur l'environnement. Donc, en tant qu'entreprise, c'est important pour nous de faire partie de la solution, à faire en sorte que notre planète elle se maintienne en santé. On a voulu faire un geste plus significatif. Nos camions sont sur la route. On a 25 camions qui sont là 5 jours par semaine. On est fiers de dire qu'on fait partie de ce programme-là puis qu'on est certifié carboneutre à la suite de l'aide de Carbone Riverain. C'est vraiment... quelque chose qui est super valorisant. En tout cas, moi, en tant qu'employé, je suis vraiment fière que Farinex ait cette certification-là. Farinex, c'est une entreprise où le côté humain, le côté service client, c'est vraiment important. Ça fait partie du cœur de l'entreprise. En fait, on vit que pour servir les clients. Un distributeur, en soi, il est facilitateur entre les gros manufacturiers puis le marché qui va avoir des quantités de produits peut-être en plus petits. Mais depuis qu'on a annoncé qu'on est carboneutre, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des futurs employés ou même nos employés, c'est significatif. En fait, la différence, elle est vraiment grande. J'avais vraiment pas mesuré l'impact que ça aurait. Je suis certaine et convaincue que ça va nous permettre d'aller chercher des candidatures de nouveaux employés dans la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit aujourd'hui. Farinex veut faire partie de la solution. Donc, pour nous, c'était évident qu'on devait aller avec Carbone Riverain. Carbone Riverain. OK. Hi there, je m'appelle Stacy Lecuyer-Chouanière, cofondatrice de Oneka Element. Nous autres, dans les produits cosmétiques. OK. Le sustainability environnemental, c'est important pour nous autres aussi. Mais Philippe et moi, on a grandi dans les fermes, ou sur les fermes, OK? Alors, c'est un plaisir pour nous autres. C'est comme un playground un peu. Puis on récolte, on sèche, puis de là, on fait une macération avec les plantes. Puis de là, on fait une filtration, puis c'est la tincture de chaque plante qu'on fait un blend, un master blend, puis le master blend va dans le produit final. On a une bonne équipe, on a des bonnes personnes qui travaillent avec nous autres, puis c'est excitant. You have to do it. You have to get out there and move. Puis j'espère qu'avec mes enfants qui sont jeunes, qu'on ait des bons exemples. So I'm speaking to all the businesses out there, logistics, shipping, packaging, anybody who's in business. This is the time to do it. Carbone Riverain. Mon nom est Mario C. Je suis caméraman et photographe sous-marin et j'ai passé des milliers d'heures, bien sûr, dans l'eau, des milliers d'heures dans le fleuve Saint-Laurent. Et je peux vous dire qu'il est quand même assez malmené, hein, le fleuve Saint-Laurent. Et je vous dirais que un des pires endroits, c'est au Québec. Et ce que propose Carbone Riverain, c'est vraiment de planter des arbres, d'acquérir ces terrains-là pour protéger. Parce que vous savez, les arbres, c'est ce qu'il y a de mieux pour capter le carbone comme tel. Donc, c'est une solution vraiment unique, là. Il n'y a personne qui offre cette possibilité-là. Et moi, l'année passée, j'ai participé avec la première équipe de planter justement des arbres le long du Saint-Laurent, le long d'un cours d'eau. Et je voudrais qu'aujourd'hui, c'est à votre tour. Surtout les entreprises, on a la chance d'aider justement de capter ce carbone-là. On en émet beaucoup et il faut qu'on s'implique tout le monde. Et je pense que les compagnies, c'est rendu à votre tour présentement de vous impliquer. Alors Simon, pourrais-tu me parler un peu de toi, de ton implication et d'où est venue l'idée de Carbone Riverain, s'il te plaît?
Oui, en fait, c'est ça. Carbone-Riverain, ça fait longtemps que ça macère, si on veut, dans nos esprits. Ça mijote. Oui, que ça mijote. C'est surtout, ça a été l'élément déclencheur, ça a été des reportages de la Semaine verte. Ah ouais, hein? Ouais, 2018, 2 reportages là, dans un même mois sur l'enjeu des bandes riveraines et surtout la difficulté pour les MRC d'appliquer la loi sur le littoral. Donc, d'appliquer la loi du 3 mètres, en fait. OK, mais à la base, Simon, il y a un problème avec les cours d'eau, la qualité des cours d'eau, parce qu'à la base, là, les bandes riveraines, ça marchait peut-être déjà un peu ou ça marchait pas. C'était pas assez des larges bandes riveraines parce que l'eau n'était pas de qualité? Oui, en fait, les bandes riveraines ne sont pas plus larges qu'elles étaient il y a 15-20 ans, depuis l'application de la loi de 1989, si je me rappelle bien. L'enjeu, c'est que malgré cette loi-là, la qualité des cours d'eau est en dépérissement. Donc, on avait coutume d'entendre que la rivière Yamaska était la plus polluée au Canada. Maintenant, depuis 3 ans, c'est la rivière Boyer en Chaudière-Appalaches. Puis, il y a une dégradation de la qualité des cours d'eau au Québec. C'est ce que les reportages de la Semaine verte mettaient en lumière. Et ça a un impact direct sur la qualité finale des produits des agriculteurs. Est-ce qu'ils se servent de cette eau-là pour arroser leurs légumes? Oui, mais aussi au niveau des stations d'assainissement des eaux qui sont financées à même les fonds publics dans les petites municipalités. On doit injecter beaucoup de sommes pour filtrer et purifier l'eau potable des résidents de différentes localités. Mais une des stratégies pour empêcher que les cours d'eau se dégradent, c'est d'avoir des bandes riveraines. Donc la bande riveraine de 3 mètres, c'est un très gros minimum. Donc c'est vraiment... nous, on juge que ce n'est pas suffisant parce que d'autant plus que la bande riveraine de 3 mètres est difficilement appliquée par les producteurs agricoles. C'est une perte d'espace cultivable pour eux. Donc, souvent, des fois, ils empiètent un peu. Les MRC doivent jouer à la police et doivent faire des vérifications et sont même habilités à amender, à donner une amende aux agriculteurs pour non-respect du 3 mètres. Mais même quand on respecte le 3 mètres, on a quelques herbacées et 3 mètres, c'est pas large, c'est 3 grands pas. C'est comme ici un peu le stage, là, mettons. C'est très peu large. Imaginons une grande culture là, de maïs transgénique ou d'autres grandes cultures avec beaucoup d'intrants chimiques. C'est pas long que l'atrazine notamment ou d'autres polluants agricoles se retrouvent dans les cours d'eau. Il y a ce qu'on appelle le phénomène d'eutrophisation. Donc, il y avait de quoi faire de façon urgente pour sauver la planète et en même temps améliorer tout, en fait. Oui. C'est surtout que nous, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est qu'il y avait un conflit d'usage à venir. Donc, les MRC, les municipalités, le gouvernement, il y a un conflit à l'horizon avec les agriculteurs sur le respect et l'application de la loi. Donc, que faire pour solutionner cet enjeu-là? C'est un élément de la réflexion qui nous a poussé à créer Carbone-Riverain. Nous, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre beaucoup plus que 3 mètres? Donc, prendre 8 mètres, donc ajouter 5 mètres de plus dans le champ, donc enlever de l'espace cultivable à l'agriculteur, mais en échange, planter beaucoup d'arbres sur ces rangs-là, donc créer une bande filtrante ultra efficace. Et un abri anti-vent aussi, en fait, pour les récoltes. Ça protège du vent. Le service d'une bande riveraine, c'est démontré par la science, la plupart des spécialistes dans le domaine de l'agroforesterie. Imaginons-nous juste une bande riveraine avec quelques herbacées d'à peine 1 mètre de haut versus une bande riveraine de 8 mètres avec 2 rangs d'arbres, donc des peupliers, des feuillus... des arbres fruitiers. Des arbres fruitiers. Donc, imaginons juste la possibilité au niveau faunique. Qu'est-ce que ça fait pour la tortue des bois, pour le lièvre, pour toute la microfaune? Les ruisseaux, les rivières dans les milieux agricoles sont à toute fin pratique les dernières autoroutes de la faune. C'est là où on peut envisager des lignes où peuvent circuler la faune. Donc, de créer des boisés aussi larges, et imaginons 2 bords de rivière avec 2 bandes riveraines comme ça, 2 bords de rivière de 8 mètres de large, ça crée, c'est un autre, on parle d'un autre... tout autre scénario. Puis c'est bon pour l'agriculture aussi parce que ça fait des abris, ça coupe le vent, il y a plus d'abeilles qui peuvent pulluler, donc peut-être contribuer aux écosystèmes même des agriculteurs eux-mêmes. C'est ça, les effets de l'agroforesterie dans les milieux agricoles est démontré par plusieurs chercheurs au niveau de la rétention des sols contre l'érosion éolienne. Chaque année, en Montérégie, notamment, où les terres noires du Québec sont les plus présentes, on perd, je ne sais pas combien de tonnes, je n'ai pas le chiffre exact, mais on perd juste par le vent énormément de terres arables par l'érosion éolienne. Par l'érosion. Les brise-vents, les haies qui vont, même si on est sur le bord d'une rivière,
ça reste quand même une haie brise-vent. Donc, c'est vraiment des arbres enrangés qui vont réduire la vélocité du vent. Pas l'arrêter complètement, juste réduire la vélocité du vent et empêcher que la matière organique, le sol arable, soit évacué dans l'air. Donc, à long terme, c'est bon pour les agriculteurs aussi, mais comment vous avez réussi à les convaincre d'embarquer là-dedans? Ou certains, peut-être pas tout le monde encore, c'est un projet qui est embryonnaire, je comprends bien. Ça fonctionne comment, les crédits carbone puis carbone riverain? C'est quoi le... Mais c'est là où je dirais l'innovation derrière Carbone Riverain, c'est là où on est allé trouver une façon financière que ce soit rentable pour l'agriculteur de perdre cet espace cultivable-là. Déjà, juste la loi du 3 mètres, ça a été un combat là, pour le gouvernement et l'Union des producteurs agricoles. Parce qu'ils perdaient du terrain déjà. Céder exactement cet espace-là. Donc, dès qu'on parle d'en prendre plus, ça monte aux barricades. Et évidemment, c'est un peu normal. Les agriculteurs ont acheté ces terres-là, on ne leur a pas dit qu'on va vous amputer de temps d'espace, que les marges de profit sont assez minces en agriculture au Québec. Donc, dès qu'on enlève 1 hectare à une propriété, ça peut faire mal. Sa valeur peut baisser aussi si on veut la revendre. Sa valeur baisse et les agriculteurs sont très protecteurs de leur lopin de terre. Et c'est tout à fait normal. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que si on prend plus, on doit compenser plus aussi. Et d'aller même plus loin que jamais personne n'est allé. Donc, de rémunérer l'agriculteur jusqu'à 22 000 $ par hectare, c'est ça le plan avec Carbone Riverain, d'arriver à ce que ça soit plus payant dans la plupart des régions du Québec pour l'agriculteur de ne plus cultiver sa bande riveraine élargie, de plutôt la laisser être aménagée par Carbone Riverain. Ça va être plus rentable pour lui que de s'évertuer à la sueur de son front à cultiver du blé, du soya ou des céréales pour faire un maigre 500 voire 600 $ de profit par année seulement après labeur. À très long terme. Alors qu'à court terme, il peut hériter de plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'il peut même placer ou investir dans son entreprise. Ses terres sont plus rentables et plus productives. Parce que tout d'un coup, il y a un meilleur écosystème. Est-ce que tout le monde y gagne vraiment? Bien, on croit que oui. On croit que oui, hein? Définitivement. Ça me paraît. Il va toujours y avoir des détracteurs pour tous les... Il y a toujours des d'envers de la médaille, j'imagine. Mais pour l'instant, on voit que des bénéfices. Les agriculteurs sont aussi conscients qu'ils doivent jouer un rôle dans la lutte au changement climatique. Donc, c'est sûr que l'argent est un game changer là, dans ce programme-là. Mais on cherche aussi des agriculteurs qui ne sont pas là juste pour l'argent, qui sont là aussi pour les valeurs. Les agriculteurs sont un peu tannés de se faire pointer du doigt à différents moments dans l'actualité sur le fait qu'ils polluent les cours d'eau, sur le fait qu'ils sont générateurs d'intrants chimiques. On l'a su récemment avec Louis, son nom m'échappe, mais l'agronome qui est sorti publiquement contre... Louis Chose, là. Oui, exactement. Robert. Merci. Louis Robert. Donc, les agriculteurs veulent jouer un rôle dans le changement climatique. Ils veulent faire partie de la solution. Il faut que ça soit quand même réaliste financièrement pour eux. Donc, on cherche les deux. On cherche des agriculteurs qui voient quand même la possibilité financière de faire ce geste-là, mais aussi d'utiliser ça pour protéger leur cours d'eau. Ils aiment leur cours d'eau, ils s'y baignent dans leur cours d'eau, ils boivent l'eau potable de leur municipalité et leurs enfants vont se baigner à la rivière. Donc, eux, ils tiennent à ce que l'eau soit propre, d'autant plus que dans l'aménagement qu'on propose, vous allez voir le deuxième rang, lui qui est proche du champ, il y a des arbustes à fruits comestibles d'usage humain. Donc, on n'a pas quantifié vraiment le volume de nourriture qui peut être prélevé là, mais il y a définitivement un ajout là, esthétique du moins, mais au niveau, on peut aller cueillir du sureau, de la rogna, du pimpinat, de la mélange. Donc, c'est intéressant pour l'agriculteur. Le premier groupe avec qui on a fait affaire, c'est Mathieu et Geneviève Giroux, un frère et une sœur qui ont repris la ferme à Val-Alain. Et eux, de planter autant d'arbres, de créer autant de biodiversité sur leur propriété, c'était ça d'abord qui les emballait. Ensuite de ça, la redevance, la compensation financière, c'était du bonus pour eux. C'était quelque chose de la cerise sur le sundae, si on veut. Donc, c'est sûr que c'est ce genre d'agriculteur-là, évidemment, qui est on va dire la meilleure option. Mais il reste qu'au fur et à mesure où on va vendre des tonnes de CO2 et qu'on va avoir une grosse quantité d'hectares à aménager, il va falloir que les agriculteurs lèvent la main puis fassent amende honorable puis participent au projet. Super. Puis donc, ça prend des gens pour investir, pour acheter ces bandes de terre-là. Ça prend des gens comme Farinex
pour tout d'un coup une entreprise. J'aimerais ça que vous me parliez un peu, Sandra, de comment ça se fait que vous vous êtes lancé là-dedans, puis qu'est-ce qui vous motive, puis comment vous trouvez votre, je sais pas, votre paye là-dedans, comment vous vous êtes récompensé. Ça m'intrigue vraiment, mais vous êtes allé voir, vous avez entendu parler du projet de Simon, puis vous êtes allé le voir vous-même, vous avez appelé en fait? Pierre Lévy, en tout cas. Oui, en fait, ça fait quelques années, je dirais, depuis à peu près 2019, qu'on cherche un projet qui a un impact significatif au niveau de l'environnement. Farinex a toujours été impliqué dans la responsabilité sociale, économique et environnementale. Au niveau de l'environnement, on a toujours fait de plus petits gestes dans les années passées, mais 2019, on a eu un nouveau président qui est arrivé, plus jeune, donc OK, l'environnement, on tient ça à cœur encore plus qu'avant. Qu'est-ce qu'on peut faire comme entreprise pour aider? Exactement. Donc, on a commencé par regarder à électrifier nos camions parce qu'on a quand même 22 camions qui sillonnent les routes du Québec à tous les jours de la semaine. Donc, vous imaginez que ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Malheureusement, pour différentes raisons, l'électrification de notre flotte de camions, ça ne fonctionne pas pour le moment. Et on a un directeur des ventes et marketing qui connaissait Carbone Riverain, en fait, qui connaissait l'embryon du projet. Et ça est tout de suite venu me chercher dans le sens où ça touche le milieu agricole, donc le milieu alimentaire dans lequel on est. Et en plus, c'est au niveau environnemental. Donc, chez Farinex, on a comme valeur l'engagement, l'innovation et la responsabilité. Donc, le projet de Carbone Riverain était en plein dans ces trois valeurs-là. Pour nous, c'est important de faire la différence, en fait. Puis, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est pérenne. Là. Je veux dire, ça va se perpétuer et c'est pas juste, OK, on va recycler le morceau. Non, ben c'est l'air Puis, si je peux me permettre, Sandra, tu parles de faire la différence, mais c'est là où on se met à parler de crédit carbone dans l'histoire. Donc, vraiment, qu'est-ce qui fait que nous, on fait la différence, qu'on peut verser 22 000 par hectare, qu'on peut avoir l'argent pour faire le suivi sur 40 ans, qu'on peut avoir les fonds pour tailler les arbres, planter l'aménagement au niveau vraiment technique, c'est parce qu'on monnaie un crédit carbone à des entreprises comme Farinex. Donc, toute cette conception d'aménagement-là génère 1550 tonnes de CO2 séquestrées à l'hectare. Et c'est là que le marché volontaire du carbone vient faire toute la différence. Et je pense que c'est là où on a créé un précédent, c'est d'avoir enfin réussi à donner accès aux agriculteurs, du moins, au marché volontaire du carbone, de pouvoir vendre à un prix qui est de 48,07 $ la tonne, qui est dans la moyenne du marché également. Avec ce prix-là, on arrive à mettre les sous de côté pour faire la différence. Et c'est vraiment grâce à des entreprises comme Farinex qu'on arrive à faire ça. J'aimerais ça, Jean, que vous nous expliquiez un peu. Moi, je ne comprends pas tout le prix du carbone. Comment ça fonctionne, le marché du carbone? Puis est-ce que c'est quoi votre implication dans ce projet-là? Bien, je suis directeur général de la Coop Carbone, puis je suis agroéconomiste de formation spécialisé dans les questions environnementales. Et je dois dire que d'entrée de jeu, quand Simon m'a parlé de son projet, j'ai dit que j'étais jaloux parce que je trouvais que c'était un magnifique projet, puis j'aurais aimé ça avoir l'idée du projet. Parce que, comme économiste spécialisé en environnement, j'ai été formé à comprendre justement les mécanismes de marché environnementaux. Puis le marché du carbone, c'est la plus belle illustration. L'idée de base, dans le cadre du marché du carbone, c'est de dire qu'il y a des joueurs qui veulent réduire leur impact environnemental, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont fait le maximum à l'interne de leur entreprise. Ils n'ont pas de possibilité de réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre, mais ce qu'ils ont comme capacité, ce qu'ils peuvent faire, c'est payer quelqu'un qui va mettre en œuvre un projet intéressant, qui à leurs yeux mérite d'être valorisé, puis ils vont encourager la mise en œuvre de ce projet-là, qui dans ce cas-ci va séquestrer du carbone. Donc c'est l'équivalent de réduire des émissions de gaz à effet de serre, mais on prend le carbone qui est dans l'atmosphère, on le séquestre dans les arbres et dans le sol. Et puis, concrètement, ce que ça fait, c'est que Farinex, qui a des moyens, encourage une coopérative de solidarité qui est en mesure, elle, de mettre en œuvre un projet que Farinex ne serait pas capable de mettre en place. Donc, il y a un échange de bons services là qui fait en sorte que ceux qui veulent réduire leur impact environnemental se trouvent à encourager, à rémunérer des joueurs, une petite coop de solidarité régionale, qui, eux, ont le contact avec les producteurs agricoles et qui sont capables de faire la différence. Donc, il y a un échange de services qui est profitable à l'environnement et qui permet à chacun des acteurs d'aller plus loin que si
le marché n'existait pas. Si le produit n'existait pas et s'il ne pouvait pas être échangé, ben cette séquestration-là du carbone par les producteurs agricoles n'aurait pas lieu. Puis Farinex aurait fait tout son possible, mais ils n'auraient pas été en mesure de diminuer leur impact environnemental comme ils le font en participant à ce projet-là. Puis vous, les Farinex de ce monde, parce qu'il n'y a pas juste Farinex, on dit beaucoup Farinex, il y en a d'autres, des grosses entreprises, où on se dit, mon Dieu, on aimerait ça qu'ils fassent pareil. Comment vous trouvez votre récompense là-dedans, outre le fait que c'est vraiment une belle entreprise? Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pourriez juste mettre le 22 000 par hectare dans vos poches puis être plus riche. Pourquoi vous faites ça? Puis comment on pourrait inspirer les autres grandes entreprises, même les plus petites, à faire comme vous? En fait, si je peux me permettre, chez Farinex, en général, toutes les actions qu'on fait au niveau de la responsabilité sociale ou environnementale ou économique, on ne la publicise pas. Donc, ça ne fait pas partie de la façon dont on fonctionne, exactement, de la culture d'entreprise. Même Farinex, les gens ne connaissent pas tant ça, en fait, le grand public. Donc, par contre, aujourd'hui, on a décidé de le publiciter, de le mettre sortir du placard. Oui, de le publiciter dans le sens où on veut que d'autres distributeurs alimentaires, on veut que le marché alimentaire, agroalimentaire, emboîte le pas et fasse la même chose que nous. Puis la beauté du projet, c'est, vous l'avez dit, c'est un partenariat dans le sens où au Carbone Riverain, c'est leur spécialité de planter des arbres et de gérer tout ce projet-là. Nous, c'est de vendre de la farine et plein d'autres produits puis de les livrer. Donc, c'est vraiment un beau partenariat et c'est clé en main. Là, je veux dire, ils nous ont aidés et accompagnés à calculer notre gaz à effet de serre. Mais ensuite de ça, c'est eux qui prennent en charge tout le reste du projet. Là. Donc, voilà, on est sorti du placard au niveau des gestes qu'on a posés pour inviter d'autres comme nous à emboîter le pas puis à faire une différence eux aussi. Puis qu'est-ce que vous diriez, mettons, à Rio Tinto, Hydro-Québec, n'importe quelle grande entreprise, que ce soit une entreprise d'État, le gouvernement ou d'autres entreprises privées, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre d'embarquer? Puis que si tout le monde embarque, vous allez être multimillionnaire, puis vous allez pouvoir faire des grandes choses. Il va juste falloir plus de personnel. J'imagine qu'il y a une pénurie de personnel pour vous aussi. Mais comment on peut leur parler à tous les grandes entreprises, à tout le moins? Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les motiver? Bien, en fait, on n'a pas de planète B. Là. Je pense qu'il faut faire attention à la planète qu'on a. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites par le passé. On est en crise climatique, on ne se le cache pas. Donc, vraiment, tout le monde peut participer. Et c'est très simple de participer et faire la différence dans ce projet-là. Donc, il faut penser à les générations futures aussi qui s'en viennent, nos enfants. Donc, ça aussi, il faut y penser. On ne parle pas de millions et des millions de dollars pour pourtant une grosse entreprise qui fait des millions et des millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est ça, l'empreinte carbone. On vient juste de confirmer un partenariat avec Brûlerie Faro, qui était ici au CIAL. Donc, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. Donc, pour eux, c'est très faisable. Il y a des entreprises, des fois, je vois, mettons, Coop Aventis ou d'autres grands groupes qui ont des excédents, des millions de dollars d'excédents. Il y a beaucoup à faire avec ça, avec des projets très concrets. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, l'argent, elle rentre, elle est appliquée directement. Il y a genre 40% de l'argent qui va directement à l'aménagement terrain, ensuite à la redevance. Il y a à peine des frais d'administration, 12-13% de l'enveloppe globale qui est en frais de gestion d'administration. Le reste, c'est des suivis, c'est des arbres et la redevance. C'est quand même... c'est unique. Là. Il n'y a pas beaucoup de groupes qui peuvent offrir un avenue aussi direct avec l'arbre et l'agriculteur qu'un projet comme Carbone Riverain. Puis, Arbre Révolution, on est arrivé à ce concept-là parce que ça fait déjà 8 ans qu'on est dans le marché volontaire du carbone avec notre programme de reboisement social. Et je dirais que depuis 4 ans, on sent un tournant. Des fois, j'aimerais ça que donner une clé USB, là, la mettre dans mon esprit et la donner à d'autres gens pour qu'ils comprennent pourquoi je suis si optimiste. Il y a des raisons très concrètes à ça. Il y a 4 ans, Arbre Révolution était surtout en train d'aller vers les entreprises. On faisait beaucoup de sollicitations pour reboiser les entreprises pour reboiser. Diminuer leur empreinte carbone. Exactement. Donc, on faisait beaucoup d'approches. Depuis 4 ans, on fait juste gérer la demande. Les entreprises viennent à nous de plein gré. Chaque semaine, on a des courriels de PME qui ont 20, 30, 50 employés. Ils disent qu'est-ce qu'on peut faire? On veut planter des arbres. Comment ça marche? Donc, il y a un tournant depuis 4 ans, on le sent. C'est très encourageant pour la suite. Les milieux entrepreneuriaux sont au fait des changements climatiques. Certains grands groupes privés, c'est peut-être plus long que d'autres de s'enclencher, mais nous, on voit vraiment chez les PME, en tout cas, beaucoup d'adaptations en lien avec ça. Et
les éco-entrepreneurs, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des enfants, qui vont à l'école, c'est des gens qui sont tout à fait conscients de leur impact sur l'environnement. Et quand ça va bien financièrement, puis on crée de la richesse, on a un pouvoir d'action. Il suffit d'investir une partie de sa richesse dans des projets comme ça, puis on va le voir, le changement. Êtes-vous allé voir, mettons, General Mills, puis Exxon, puis des méga entreprises? C'est un projet qui peut être transposé dans toutes les parties du globe, aux États-Unis, en Chine, partout. Alors, est-ce que vous avez vu des initiatives comme les vôtres dans d'autres pays, ou est-ce que vous allez pouvoir aller montrer votre savoir-faire aux autres pays? C'est dur d'être connecté à tout ce qui se fait. Là. Je sais qu'il y a énormément Fais une vidéo en anglais. Il y a des en évolutions mandarin. environnementales dans tous les pays, aux États-Unis autant, au Québec également. Donc, nous, on est concentrés. On fait ça à sur notre ce qu'on fait échelle. ici. Mais au Québec, en tout cas, c'est sûr qu'on notre modèle est unique. Dans le marché volontaire du carbone, il y a beaucoup de projets intéressants quand même. Il y a nous, mais il y a Est-ce qu'il y a un marché involontaire du carbone ou il n'y a que le marché volontaire? Non, parce que les gens il y a comme une obligation morale, mais est-ce qu'il y en a une obligation légale? Moi, je ne sais pas trop. C'est quoi l'état du droit en captation carbone? Il faut savoir que le Québec est avant-gardiste sur cette question-là. OK. On a mis en place un marché du carbone au Québec. Mais quand on dit qu'on a un marché du carbone au Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'il y ait un marché, ça prend d'abord une réglementation qui force les entreprises, les grands émetteurs au Québec, à respecter un plafond. Le plafond il est mis en place par le gouvernement du Québec en termes d'émissions de gaz à effet de serre et chaque grande entreprise est soumise à ce plafond-là. Et ils doivent acheter des droits d'émission pour se conformer à la réglementation. C'est comme, pour ceux qui connaissent le secteur des pêches, il y a des quotas pour la pêche au homard, il y a des quotas pour les producteurs laitiers. Maintenant, au Québec, on a des quotas pour émettre des émissions de gaz à effet de serre. Et ces quotas-là, comme les quotas dans le secteur laitier ou comme les quotas des pêcheurs de homard, ils peuvent s'échanger, ils peuvent se vendre. Donc, c'est en œuvre actuellement au Québec, puis on est en lien avec la Californie dans ce secteur d'activité-là. Donc, quand une entreprise ne réussit pas à remplir ces quotas-là, elle peut prendre de l'argent puis acheter des crédits carbone ou acheter, participer dans le marché réglementaire. Exactement. L'idée de base, c'est concrètement, on met en place une réglementation qui est stricte, puis après ça, le marché vient donner de la souplesse aux joueurs pour s'ajuster à leur propre réalité. Parce que ça peut être difficile pour une entreprise de respecter son quota. Une autre entreprise peut avoir de la facilité à dépasser son quota, à faire mieux. Ils peuvent échanger entre elles pour qu'ensemble, elles atteignent les objectifs qu'on s'est donnés. Comment vous voyez l'avenir avec un projet comme Carbone Riverain dans les 5 à 10 prochaines années? Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui peut se passer dans les plus belles hypothèses? Dans les plus belles hypothèses, ce qu'on imagine, c'est qu'effectivement, Simon ça fasse arrive boule à de se neige. tourner. Et puis, puis finalement, des projets comme ceux-là, mais il y a d'autres belles initiatives aussi qui se réalisent dans toutes sortes de secteurs d'activité. Ces initiatives-là, dans un monde idéal, vont prendre de l'ampleur, vont être multipliées, puis on va arriver ensemble à faire une différence. Il y a beaucoup de défis devant nous, on le sait. On a vu le rapport du GIEC qui est sorti il y a 2 semaines qui nous disait qu'on a 3 ans pour arriver à changer les tendances de fond. Il y a tout un défi là, mais il faut commencer quelque part. Puis je pense que l'initiative Carbone Riverain, c'est un beau début avec d'autres initiatives qui sont déjà en œuvre également. Je pourrais rajouter que les éléments qui peuvent nous donner confiance de voir Carbone Riverain se développer davantage et assez rapidement, c'est tous les éléments qu'on a pris en compte pour crédibiliser le projet, puis aussi sécuriser et rassurer les investisseurs. Une des choses qu'on a fait, c'est de créer une fiducie. Alors, la fiducie Carbone Riverain, dans laquelle Jean Nollet, d'ailleurs, est sur le conseil fiduciaire. Donc, la fiducie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, de par sa mission, de façon éternelle, en quelque sorte, gérer les fonds en lien avec les suivis des arbres et la redevance à l'agriculteur. Donc, quand une entreprise comme Farinex nous verse l'argent, il y a une grosse partie de cet argent-là que nous, on donne à la fiducie. Donc, la fiducie, elle, va rassurer Farinex, par exemple, que Arbre Évolution, si, par exemple, on faisait faillite dans 5 ans pour des raisons malheureuses, on n'est pas un paquet de bandes riveraines à l'abandon, sans entretien, sans suivi, qui constituent différentes régions agricoles du Québec. Donc, on a l'assurance que l'argent pour tout ce qui est à faire pour les 40 années à suivre
va être au rendez-vous. Va être Ça, c'est dépensé pour majeur. les bonnes causes, les bonnes Ça, raisons. c'est majeur parce que sinon, nous, on pourrait bien prendre l'argent puis investir dans d'autres choses qui ne sont pas En lien avec en le projet. adéquation avec ce qu'on a vendu. Donc, le côté de la fiducie qui a été assez laborieux et beaucoup de travail à créer. Légal. Au niveau fiscal, au niveau légal, on a engagé des juristes, des principales sommités, Maître Girard en droit de l'environnement. Je m'avais même pas appelé, j'étais avocat, moi, puis je m'avais même pas appelé. La prochaine Un peu. fiducie, Ouais, c'est prochaine sûr que- fois. c'est sûr qu'elle doit t'appeler. Donc, ça, c'est une chose qu'on a fait. L'autre élément qu'on a fait, c'est que pour s'assurer chez l'agriculteur qu'il n'y ait pas de coupe d'arbres, qu'on respecte sur 40 ans l'engagement, on a développé un contrat de servitude à perpétuité. Et c'est OK. assez rock'n'roll parce que l'agriculteur, lorsqu'il accepte d'élargir la bande riveraine, il accepte l'argent qu'on lui verse. En échange, il doit signer un contrat de servitude à perpétuité. Pour 5 milliards d'années, jusqu'à temps que la Exactement, planète 5 explose milliards, parce que le c'est soleil va fondre. Exactement. OK, c'est bon, ça, ad c'est vitam quand même... aeternam. On ne voit pas souvent ça. Donc, et nous, les calculs de CO2, notre équation est basée sur 40 ans. Donc, on va vendre le CO2 qu'on va avoir séquestré sur les 40 années. Tout ce qui se séquestre plus tard, après la 41e, 42e année, c'est pas comptabilisé. Ce n'est pas monnayé non plus. Donc, il y a vraiment... C'est à recommencer à ce moment-là. On va... Ben, on pourrait de la remonnayer plus tard, Ouais. mais au moins, il y a une assurance qu'il y a un potentiel là, vraiment grand avec ce contrat de servitude-là qui surpasse le droit de propriété. Donc, si l'agriculteur vend ou cède ou lègue à ses enfants ou vend à un voisin, le voisin doit respecter la servitude. Ça vient avec le Enchâssé contrat notarié. c'est au registre agricole. Donc ça, c'est très fort comme assurance. Si Mhm. l'agriculteur déroge de ses engagements, il y a des pénalités qui peuvent être très onéreuses pour lui. Donc, il y a tout intérêt à garder la bande riveraine telle qu'elle. Donc ça, c'est deux éléments fondamentaux que les entreprises doivent être conscients là, pour vraiment mesurer la qualité de ce programme-là. Une fiducie qui sécurise les fonds et un contrat de servitude qui assure la pérennité des C'est un projet merveilleux. Mais dis-moi, Simon, vous en êtes où dans ce projet-là? Est-ce qu'il y a 1% des bandes... Avez-vous comme quantifié? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui a déjà fait? Alors, on commence. Fait que, C'est à peine on commencé. a un projet de fait. C'est un projet qui, Carbone Riverain a dû franchir beaucoup d'épreuves de réalité. Puis Jean est très au courant de ça. Dans le milieu agroalimentaire, dans le milieu agro-environnemental plutôt, il y a tellement d'intervenants. Il y a l'Union des producteurs agricoles, il y a le MAPAC, il y a les organismes de bassin versant, il y a tous les agroconseillers, toutes les firmes d'agroconseil. Il y a tellement de joueurs en agriculture. Donc, il a fallu, nous, qu'on prenne le temps de peaufiner tous les détails, de donner toutes les De rassurer tout le monde. pour s'assurer qu'on n'ait pas un angle mort, là, puis qu'on ait mal évalué quelque chose qui viendrait comme discrédibiliser le programme. Donc, ça a été beaucoup de travail de développement. Et l'année dernière, on a fait un projet, la ferme du Ruisseau Fleury, qui est de 0,75 hectares. Donc, un petit projet pour commencer. Projet Mais qui nous a pilote, permis de quasiment. franchir toutes les épreuves de réalité, OK. jusqu'au contrat de servitude et jusqu'à la redevance. Donc, pour 0,75 hectares, on a versé, je pense, 14 000 à la famille, à Mathieu et Geneviève Giraud. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, c'est déjà, pour nous, ça, c'est majeur d'avoir vraiment, de s'être rassuré que le projet fonctionne. Là, on est prêt. Vos objectifs des prochaines années, mettons, pour les 5 prochaines années, ce serait quoi Cette l'idéal? année, on vise 4500 tonnes de CO2 séquestrées. C'est à peu près 6-7 hectares, je crois. 4 ou 500 tonnes à l'hectare, donc à peu près 6 hectares aménagés. OK. Donc, c'est l'objectif. Là, on a des projets qui vont se développer ce printemps. On travaille avec certains agriculteurs. Il y en aurait combien d'hectares à aménager, mettons, au Québec, là? On sait-tu? Je sais Dur pas, à mais c'est dire. des centaines et des milliers d'hectares. là. OK, moi, j'en ai assez pour dire, j'offre 300 000 pour 10 de votre entreprise. Comme au dragon, un peu, C'est là? pas la bonne émission. Ah, c'est pas la bonne émission. Non, mais c'est un projet extrêmement porteur, extrêmement beau. Et j'en vois pas des meilleurs en ce moment, très concret pour faire quelque chose de concret pour notre écosystème, pour la planète. Simon Jean? Ben, je trouve ça intéressant ton offre, Emmanuel. Oui, Mais c'est une particularité aussi de Carbone Riverain. Hein? c'est que c'est désintéressé. Ben, c'est une fiducie, ça se vend pas. La coopérative de solidarité, ça se vend pas. Donc, ça peut pas se monnayer. C'est ça qui est merveilleux. Fait que il y a un côté merveilleux au fait qu'il y a des choses qui sont monnayables. Dans le fond, ça permet justement à Farinex d'acheter et en achetant, d'encourager des Hey, initiatives. sauver la planète, je qui font dirais. une différence. Merci, Farinex. Mais en même temps,
concrètement, on s'assure, Farinex, en faisant affaire avec une coopérative de solidarité, en faisant affaire avec une fiducie, s'assure qu'ils font affaire avec des gens qui ont le cœur à la bonne place puis qui vont effectivement mettre l'argent là où c'est supposé aller, c'est-à-dire à faire une différence pour la planète, comme tu le disais. C'est merveilleux, c'est très inspirant. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire en terminant? Ben, c'est sûr que... Je pense qu'on est là, oui. Quelle heure est-il? 14h12. Ben, moi, je suis vraiment ravi dans les prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de communication de notre bord. On prépare une capsule vidéo. Je vous jure qu'elle est plus longue que ce que vous avez vu là. On s'excuse là, pour la clé USB. Je l'ai vu hier, ouais, c'est la clé USB. Donc, c'est ça, je pense, le message que j'aimerais livrer en terminant, du moins aux gens, à vous et à tous vos collègues en lien avec l'alimentation, c'est si vous avez des gens au marketing, des collègues à la direction générale aussi, au développement durable, ce sont les 3 principales sphères des entreprises avec qui on peut directement échanger pour faire avancer un projet. Partagez-leur Carbone Riverain, informez-leur de l'existence de ce projet-là. Nous, au CIAL, ça fait 3 jours qu'on est ici, puis on a eu énormément de bonnes discussions. C'était très bien d'avoir un stand pour nous ici. On a fait le tour de plusieurs entreprises, plusieurs PME québécoises. Ils sont tous là. Ils sont tous conscients du fait que s'ils n'ont pas de politique de développement durable, ils doivent y en avoir une. Dans la plupart des cas, ils en ont une et ils veulent l'améliorer. Et dans certains cas, comme avec Brûlerie Faro, ils ont fait le bilan GES et ils étaient au point de choisir leur programme de compensation carbone. Donc, il n'y a personne qui est avant ça, qui est dans une situation où ils ne savent même pas c'est quoi les gaz à effet de serre, où ils ont un jugement défavorable par rapport à ça. Personne. On est rendu ailleurs. Il y a vraiment... c'est le temps. C'est le temps d'augmenter la cadence. C'est le temps d'accrocher les gens par la manche un peu, de leur dire « Assieds-toi 5 minutes parce que ça vaut la peine que tu constates les effets positifs, tous les tenants et aboutissants de la compensation carbone. » Si je peux me permettre de rajouter, en fait, en tant qu'employeur, on a rajouté le logo carboneutre avec nos communications et sincèrement, la réception qu'on a, autant au niveau des candidats qui vont appliquer chez nous, de nos fournisseurs ou même de nos clients, l'impact est vraiment significatif. On ne l'a pas fait pour ça, mais je vous avoue que j'ai été agréablement surpris de voir comment est-ce que les gens ont bien réagi à cette initiative-là. Donc, ça a un impact aussi au niveau du marketing, au niveau de l'embauche. Donc, c'est pas juste, oui, on fait la différence, puis oui, on fait partie de la solution, mais ça a aussi un impact positif pour l'entreprise, puis il ne faut quand même pas le négliger. Là, c'est vraiment significatif. Il y a de quoi être fier. Bravo. Jean, en terminant? Bien, juste un mot pour dire que nous, la Coop Carbone, on nous a demandé de valider le processus, le programme au départ, étant donné qu'on a une expertise sur le marché du carbone. Et puis, on a trouvé que c'était un programme vraiment très rigoureux avec lequel on était très confortable. On était heureux à poser notre sceau sur ce programme-là. Et puis, en bout de ligne, après des mois de travail avec les gens d'Arbre Évolution, quand on m'a demandé de faire partie du conseil d'administration de la fiducie, c'était évident. Wow, il y a de quoi être fier. Ceci mettrait un terme à cette rencontre formelle. On peut continuer en informel, mais merci tout le monde d'avoir participé à cette belle rencontre. Bravo. Bravo Arbre Évolution et Simon Côté. Merci Emmanuel aussi. Bienvenue.